on peut avoir zéro code. Sur certains types d'applications, en dehors des applications de gestion, on peut avoir non-code. Mais d'une façon générale, impossible. Maintenant, qui dit non-code, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas générer du code. Et donc, on devrait donner des choses qui permettent de générer le code en question. C'est tout simplement une automatisation. Comment générer une partie de le code à partir des choses précises. Mais ça veut dire qu'on devrait assez descriptif, ainsi de suite. Donc, sur certaines applications, oui, mais d'une façon générale, impossible. Au moins pour l'instant. Euh, oui, oui, le bloc coding, c'est pour réduire le codage, mais tu reviens toujours à faire du code. Le bloc coding, ça veut dire que tu devrais avoir des blocs suffisamment développés pour décrire tous les cas. Et, et ça, tu peux le faire lorsque tu es sur un domaine et donc tu maîtrises tous les entrées, mais si tu es sur les applications générales, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, si on reprend un peu l'histoire des applications web, on a commencé d'abord avec des pages HTML statiques. À l'époque, on ne pourrait même pas, si vous revenez vers le HTML1, on ne peut même pas faire des images, on ne peut même pas intégrer des images, rien du tout. Et puis, on a commencé à avoir petit à petit des améliorations, on a intégré les images. Par la suite, on a pu rendre la page un peu animée. Et donc, on a introduit des langages comme JavaScript qui permet de modifier la page en cours d'exécution. Et à partir de là, on s'est lancé dans plusieurs projets. Et donc, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des pages dynamiques, d'où l'apparition de quelques langages tels que PHP. Donc, ça a été intéressant. On pouvait pas mal de. Avec l'évolution des infras, l'évolution du web aussi, actuellement, au lieu d'avoir des applications bureau, donc ce qu'on appelle des applications lourdes, alors on préfère faire la même chose côté web. Alors, le fait d'avoir côté web, ça a quelques avantages. Un, on n'a plus à installer, rien du tout. Deux, c'est accessible un peu partout. Et ces deux-là, pour une entreprise, c'est hyper important parce que si je peux réduire le coût de maintenance local, c'est hyper important parce qu'à chaque fois que je dois réinstaller, changer une machine, ainsi de suite. euh, oui, Youssef, il y a pas que des avantages, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, à chaque fois, on mesure les deux. Euh, Dans un premier temps, on avait les machines à nous, donc on devrait installer les applications, mais vous pouvez imaginer si le PC n'est plus en état, je devrais le formater, je suis obligé de contacter le fournisseur, qu'il vienne me réinstaller, ainsi de suite. Euh, donc ça posait un problème pour les entreprises. Deux, c'est que je ne peux pas travailler un peu n'importe où, et donc je suis obligé d'être à mon bureau pour faire même les opérations de base. Avec les applications web, certes, il y a la contrainte qu'il faut être connecté tout le temps. Ce n'est pas la seule contrainte parce qu'on devient un peu ouvert à tout le monde et donc il y a des problèmes de piratage. Mais ça a un avantage, c'est que je peux travailler un peu partout. Je peux travailler même depuis chez les clients pour faire des démos ou même pour prendre les informations du client en temps réel. Alors qu'en avant, on prenait ça sur du papier, on devrait le ramener vers le bureau pour le saisir. Il y avait même
des techniciens, des ingénieurs et des chefs d'entreprise, qu'ils étaient tout le temps menus d'un dictaphone pour enregistrer toutes les informations. Et à la fin, on passe ça à un secrétaire qui devrait saisir toutes les informations une fois au bureau. Parce qu'on avait pas mal de choses à noter et on ne peut pas noter tout ça à la main. Pour les applications moyennes, le PHP, il peut être une solution. Mais pour des applications un peu plus costauds, le PHP reste très limité et donc on devrait aller vers des solutions telles que G2E ou .NET. Ces solutions-là, lorsqu'on a commencé à voir G2E et .NET qui offrent des applications web, on a eu deux tendances différentes. Au départ, .NET, il était la continuité de ce qu'on faisait en VB. Autrement dit, c'est le développement RAD. On va faire glisser certains composants, on va les paramétrer, on va ajouter des codes associés et on va faire exécuter. Et donc ça a été l'option choisie par Microsoft pour ce qui est le développement web avec l'ASP.NET. Et donc, comme on faisait avec c'est exactement comme on faisait en VB, on le faisait avec le web. On avait quasiment, bien sûr, moins de composants parce qu'on est dans le web. On avait moins de composants, mais ces composants-là, on peut les choisir et les glisser. On construisait ce qu'on appelle web form au lieu de Windows Form. Alors, si vous vous rappelez l'année précédente, on développait des applications Windows Form. Alors là, on les a traduits et on développait des applications web form. D'un autre côté, il y avait Java avec la technologie G2E qui a émergé et qui a commencé à avoir en fait sa propre logique. À un certain moment, le choix entre les deux technologies, puisque c'est ces deux-là qui nous intéressent pour ce cours-là, ça a été si vous avez besoin d'une batterie d'applications, vous allez construire pas mal de petites applications qui vont collaborer ensemble, ou bien si vous avez besoin d'un développement rapide, alors il faut s'orienter vers .NET. Tandis que si vous voulez une application qui soit un peu lourde, vous avez une application un peu de taille qui est lourde et que vous devrez le développer en bloc, alors il fallait un peu orienter vers Java et G2E. Sauf que l'émergence de ces applications-là font intervenir des nouveaux challenges tels que avant, lorsqu'on développait des applications, on savait qu'on va afficher dans une fenêtre et donc la fenêtre, il a une taille qui est la taille de l'écran et les écrans, ils sont tous standardisés, plus ou moins, on connaît les tailles, donc il n'y avait pas de problème. Maintenant, avec le web, alors la page, ça peut avoir des dimensions différentes et on a commencé à avoir une multiplication des appareils connectés et donc du coup, on n'a plus la forme classique de la page, mais on pouvait avoir plusieurs formes. Ce qui fait qu'on était amené à séparer, comme on l'a vu lorsqu'on a discuté de MVC, le principe de la vue du contrôleur du métier, surtout que certains continuent à faire exécuter une partie du métier au niveau de leurs serveurs locaux. Et donc, il fallait avoir des solutions hybrides. Et donc, on a vu l'émergence de la première solution qui était le MVC. Le MVC qui a été amélioré vers un MVC2. Et puis, on a eu des besoins particuliers. Donc, on a eu des nouvelles technologies spécifiques telles que MVVM et d'autres paradigmes. Et à chaque fois qu'on avait besoin d'un nouveau paradigme, on faisait construire ce qu'on appelait des frameworks spécifiques qui implémentent ça et qui le
le prend en considération et il permet de le développer. D'un autre côté, Microsoft, il est resté un peu longtemps sur sa point de vue et qui est tout simplement dire que moi, je vais continuer à faire du développement rapide, je vais continuer à faire du web form et on peut faire tout avec ce modèle-là. Au fur et à mesure que le MVC il devient à montrer ses avantages et dans l'impossibilité que le développement RAID, tel que ce qu'on faisait avec le webform, peut remédier à des problématiques et peut s'approcher à la qualité qu'on peut avoir des applications MVC, Microsoft, qui était un des leaders du marché sur le développement web, et il a vu que ses parts de marché il commençaient à être grattées. Il a bien compris avant que ça arrive que s'il veut continuer à être un acteur majeur dans le domaine, ben, il fallait un petit peu revoir sa politique et intégrer MVC. Et donc, c'est ce qu'il a fait. À un certain moment, il a commencé à développer le MVC. Il a commencé par le MVC 1, 2, 3. Lorsque le MVC, dans la vision Microsoft, euh, a atteint une maturité, on a commencé même à parler doucement que le webform va plutôt disparaître et que c'est plus d'actualité, qu'on oriente nos clients plutôt que, au lieu d'y aller vers le webform qu'on faisait avant, d'y aller vers le MVC. Mais l'avancée technologique ne s'est pas arrêtée là. On a continué à avoir du développement et Microsoft, après une tournure un peu capitale, à mon sens, et il a admis, surtout lorsque on a vu l'émergence des notions de la cloud, que faire tourner sous Windows, c'est pas possible. C'est pas possible pour plusieurs raisons. Les serveurs, oui, le .NET. Le .NET, c'est seulement pour le développement Windows. Mais on a le .NET Core. C'est une nouvelle, c'est une réécriture complète, partielle, mais c'est complète mais une réécriture de from scratch dès le début du .NET pour qu'il s'adapte avec la nouvelle exigence qui est le .NET Core. Justement, c'est ce que je vais vous expliquer. Alors, vu l'arrivée des notions telles que le cloud, euh, avec l'apparition d'il y a Google qui a fait à l'époque les fameuses applications Google Doc, euh, on a compris que euh, la stratégie Microsoft ne sera pas payante et qu'on ne peut pas tourner tous nos serveurs sur Microsoft et que Microsoft devrait accepter en quelque sorte de travailler avec les concurrents. Avant, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, mais avant, lorsqu'on installait Windows sur une machine, alors Windows, il écrase tous les systèmes précédents. Donc, s'il y a un Windows, il sera reconnu, mais s'il y a un autre système tel que l'Unix, par exemple, ben, le boot sera complètement réécrit et vous allez perdre l'accès à votre système Linux. Et donc, par exemple, à mon époque, lorsque j'étais étudiant à votre niveau, lorsqu'on voulait faire sur une même machine deux systèmes, l'Unix et Windows, euh, oui, le dual boot. Si, il était accepté. Il était accepté. On a réussi à faire même le boot 95 avec le 3.1. Donc, c'est encore plus récent que 98. C'est accepté, mais c'est un challenge. Hein. C'est à partir de Windows et Windows sur Windows et ça reste le dual boot, ça reste acceptable.
Ça a été à partir de Windows 7. Mais le pire, c'est qu'il supprimait complètement le boot des autres systèmes, essentiellement Linux. Ça, lorsqu'on faisait l'installation, par exemple, de Windows 95 sur Windows 3.1, et je veux garder les deux parce qu'à un certain moment, Windows 95, il n'inclut pas l'arabe. Or, si on veut écrire en arabe, on avait besoin de Windows 3.1. Alors, on installe un sur l'autre, sur la même machine, et Windows 95 ne supprime pas le boot de 3.1. Donc, du coup, en manipulant certains fichiers de configuration, on y arrive tout de même à la fin d'avoir le boot, le dual boot, et d'avoir le choix entre Windows 3.1 et Windows 95. Et ça a été le cas jusqu'à Windows 7, où lorsqu'on installe Windows 7 sur une partition, on installe une deuxième Windows 7 sur une deuxième partition, ben, le boot ne sera pas supprimé, mais il sera tout simplement amélioré. Donc, vous aurez le système de boot de Windows avec deux possibilités. Euh, une chose qu'on faisait avec l'Unix bien avant. Et donc, lorsqu'on voulait marier entre deux systèmes, et essentiellement un système Windows avec un autre système Linux quelconque, en fait, il fallait d'abord installer Windows et puis Linux, parce que Linux, il reconnaît les partitions Windows, il les accepte, tandis que l'inverse n'est pas le cas. Exactement, on avait le GRIMP et on avait un autre système de boot proposé à l'époque. Pareil, sur Macintosh, ça a été aussi possible de faire des solutions comme ça. Mais Windows, il avait à l'époque une philosophie un peu stricte. Je n'existe que seul, puisque je suis la position dominante. Et donc, le grand public ne connaît que Windows. Il ne devrait pas connaître les autres, et donc je ne vais pas lui laisser la main de connaître les autres. Maintenant, avec l'émergence de l'Unix et que plus que la moitié des serveurs mondiaux ils tournent sur l'Unix, donc on ne peut pas ignorer ça. Si on tourne sur l'Unix, c'est pas parce que on avait le choix en quelque sorte, mais en termes par exemple de sécurité, la sécurité de Linux elle est nettement supérieure à celle de Windows. Et donc le fait qu'on émerge avec des serveurs Linux au niveau mondial, ça fait que Microsoft, au moins sur les applications entreprises, parce que c'est pas le cas des applications desktop, euh, il commençait à réfléchir à, à accepter l'Unix comme système d'exploitation, qu'il le reconnaît en quelque sorte, et maintenant il accepte même à collaborer. Et donc avec l'apparition du cloud, et avec l'impossibilité d'exécuter certains éléments sous Windows comme sur Linux, Microsoft euh, a compris qu'il ne peut pas garder cette philosophie telle qu'elle, et donc il a accepté de collaborer avec ses partenaires. Et donc, lorsque Microsoft a créé son cloud Azure, ben, il faut savoir que le cloud Azure, il s'appuie énormément sur des machines qui sont sous Linux. Alors, si on fait tourner certains services sous Linux, c'est parce qu'on peut mieux maîtriser certains aspects par rapport à Windows. Et essentiellement, c'est le partage des ressources. Je m'explique. Si je prends un serveur et j'y installe là-dessus Windows et derrière SQL Server. Alors, Windows avec SQL Server, ce sont deux technologies de Windows et donc ils sont complètement compatibles. Je vais même aller plus loin, ils peuvent communiquer entre eux. Ils communiquent. Le SQL Server, il va communiquer avec Windows pour lui solliciter des ressources
essentiellement de la RAM et de disque dur. Et si Windows il en a besoin, il peut libérer certaines ressources pour lui. Alors, lorsqu'on installe SQL Server sur une instance, parmi les consignes de Windows là-dessus, c'est qu'il n'y aura pas d'autres applications avec SQL Server. Tout simplement parce que SQL Server, lorsqu'il s'installe, ben, il prend tout l'espace qui est libre. Et donc, à chaque fois qu'il exécute des requêtes, il en a besoin de garder de cache. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas remplacer son cache, mais il va demander à Windows de lui attribuer plus. Et donc, si Windows il a assez de mémoire, il va lui attribuer, il va le consommer, mais il ne va pas le libérer. Il va continuer jusqu'à ce que Windows ne serait plus capable de lui offrir des ressources. Alors, lorsqu'on parle des ressources, on parle des ressources réseau, on parle des ressources mémoire, on parle des ressources disque, ainsi de suite. Mais en contrepartie, on y arrive à visualiser les performances de SQL Server sous Windows. Et même Windows, s'il devrait lancer autre chose et on a besoin de plus de mémoire, il peut solliciter SQL Server pour qu'il libère une partie. Donc, le fonctionnement à DAWA, certes, c'est intéressant lorsque je suis complètement sous Windows, mais le monde Linux, on n'a pas ça. En fait, les processus qu'on peut tourner sous Linux, on a commencé à penser à les isoler. Et donc, le fait de les isoler, ça veut dire que s'il y a une application qui s'arrête, le système ne s'arrête pas, ce qui n'est pas le cas de Windows. Je vous rappelle que Windows, et là on a des versions améliorées de Windows, mais à l'époque, lorsqu'une application il stagne, tout le serveur il se bloque. Et donc, ils ont commencé à développer une autre philosophie, c'est que chaque processus, on va lui réserver des ressources. Il ne peut pas consommer plus que ces ressources-là. Et donc, ces ressources, ça peut être de la mémoire, ça peut être du disque, ça peut être du réseau, ça peut être ainsi de suite. Et donc, je vous rappelle que, par exemple, sur vos téléphones, c'est le cas. Vos applications que vous allez tourner, ils ont un moteur propre à eux. Et donc, s'ils plantent, c'est le moteur propre à l'application qui se plante. Et généralement, il ne va pas planter les autres applications, ni le téléphone de fonctionner. Et c'est rare où, lorsqu'on a une application, se plante, tout le téléphone il se plante et on devrait redémarrer. Et donc ça, c'est parce qu'on a mis en place, en fait, l'isolation entre les processus. Alors, cette isolation, c'est ce qui permet par la suite au cloud de fonctionner. Le cloud, il va se baser sur la mutualisation des ressources. Et donc, si j'héberge deux applications de deux personnes sur le cloud, il ne faut pas que si l'application de quelqu'un s'est arrêtée, que le serveur soit arrêté. Et donc, l'émergence via le cloud a nécessité forcément à l'époque d'avoir des machines sous Linux, parce que c'est ce qui permet de partager les ressources et que je vous donne juste les ressources que vous avez payées. Vous avez demandé parce que tu vas payer à l'issue de l'utilisation de ces ressources-là et pas plus. Tel que ce qui fait maintenant, par exemple, par les fournisseurs d'accès, lorsqu'ils te donnent 4 gigas de bande passante, tu ne vas pas avoir plus que 4 gigas. Même si eux, ils ont encore de la capacité. Mais c'est parce qu'ils le bloquent, parce qu'on le réserve pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par DIM à Anas? Ici, j'ai trouvé que parmi les nouvelles technologies pour les serveurs, c'est l'utilisation des DIMM. Ce sont des mémoires qui peuvent fonctionner comme des disques de stockage et comme des RAM en même temps. Ils ont des capacités très importantes. La minimum, c'est de 512 gigas. D'accord, عرفت علاش تدوي. Alors, هنا تدوي على الهاردوير. Question de hardware, d'abord نرجع لها. La question de hardware, il y a plusieurs avancées technologiques. Ce qu'il faut savoir, question hardware, question software, c'est qu'à un certain moment, on avait du hardware performant
mais on n'avait pas assez d'applications qui l'exploitent. Et donc, à un certain moment, le hardware n'évolue pas et on développe du software, on exploite les ressources qu'on a. Et à un certain moment, on se bloque dans le développement des applications parce qu'on a des applications gourmandes qui consomment beaucoup, mais on n'a pas les ressources nécessaires. Et donc, l'informatique, il y avait la période où on a développé du hardware, et donc il tourne toutes les applications qu'on a à l'époque, et donc, en quelque sorte, on gaspille même. Et suite à ça, on va avoir une période où on va avoir le développement software. Et donc, on va avoir des applications qui vont consommer toutes les ressources. Et si on avait la possibilité de leur offrir plus de ressources, ils vont consommer. Et donc, à ce moment-là, on commence à voir que il nous manque des ressources. Et donc, on va développer du matériel et ainsi de suite. Et donc, il y avait des périodes, une période pour le développement hardware, puis une période pour le développement software, puis une période pour le développement hardware, ainsi de suite. Mais certes, il y avait un des hardware qui n'a pas été développé suffisamment, c'est le cas des disques durs. Alors les disques durs, certes, on a pu développer leur capacité de stockage. Je ne sais pas si vous connaissez quelles sont les premières machines sur lesquelles vous allez travailler, mais moi j'ai travaillé sur des machines où il n'y avait pas de disque dur. On mettait deux disquettes, une pour le système d'exploitation et une pour sauvegarder. Et le premier machine qui tournait Windows 98 sur lequel j'ai travaillé, son disque dur, il contenait 1,2 giga. Et donc, vous pouvez imaginer quelle est la progression. On a passé de les disquettes à l'époque, le premier serveur ou la première machine où il contient deux disquettes, la disquette, ça a été de 712 ou la 700 chez Haja kilo-octets, hein, pas plus. Lorsqu'on a commencé à voir les petites disquettes HD, les disquettes HD, c'est 1 méga 44. Donc, vous pouvez imaginer, on a pas mal progressé sur les disques en termes de capacité. Maintenant, on peut avoir des disques de 6, de 10 Tera dans un seul disque. Et ce n'est même pas des disques 2 pouces et demi, les grands des bureaux, mais plutôt pour des disques de PC portable. Donc, c'est smart, c'est très petit. Et pourtant, on y arrive à avoir 2, 6, 10 gigas de disques là-dessus. Par contre, ce qu'on n'a pas amélioré dans les disques et qui nous a fait défaut jusqu'à récemment, c'est la latence. La latence, c'est la vitesse de lecture et de l'écriture. Et la vitesse de lecture et d'écriture, pas d'accès. C'est nous à l'accès. En fait, la tête, ça, on l'a amélioré avec l'accès, on l'a amélioré avec le SSD. Lorsqu'on était dans les disques durs HD, les disques durs classiques à l'époque, on avait une tête de lecture qui devrait se déplacer. Donc, la tête pour la faire déplacer, pour faire l'accès direct, ça prend du temps. Ça, on l'a amélioré avec le SSD. C'est pour ça que le SSD, pour les PC au démarrage, si vous avez un disque dur HD ou vous avez un disque dur SSD, la différence est nette. Si vous faites le développement, par exemple, tel que nous, si on fait le développement, on devrait compiler, exécuter plusieurs fois. Donc, on va générer plusieurs fichiers. À chaque fois qu'on va générer des fichiers, il faut que la tête il bouge. Alors là, on va sentir des améliorations. Mais par contre, si j'avais 1 Tera, un fichier de 1 Tera sur un disque SSD et un disque HD, je commençais à lire bit par bit. Je commence à lire le fichier. Je parcours le fichier. C'est ça la latence. Si je prends deux disques vierges et je veux écrire un SSD et un HD, je veux écrire dans les deux un fichier de 1 Tera, ils vont prendre quasiment le même temps. Et si je veux lire le 1 Tera des deux disques SSD
Et HD, je vais passer le même temps. Pourquoi? Parce que la latence sur ces disques n'a pas bougé. Il fallait avoir récemment des disques qu'on appelle NVMe, et c'est là où on a eu le changement du de LANS. On a eu des latences un peu supérieures, et donc on est dans des vitesses proches à celles de la mémoire. Et donc là, oui, un down. Mais pour le moment, c'est pas ça le problème, les anaboliques. Je reste sur le software pour le moment. Donc, avec l'émergence, les possibilités de faire le cloud, c'est que je vais vous donner des ressources à utiliser, un espace disque à utiliser, de la mémoire à utiliser. Et donc ça, suite à votre demande, vous allez me réclamer par exemple une machine qui va avoir 4 Go de RAM, 512 flux disque dur, un processus de 2,5 ou la 2,4 GHz, ainsi de suite. Vous allez définir les... Et moi, je dois vous réserver ça, parce que vous allez payer l'utilisation de ça. Et justement, si j'ai moi des performances plus petites que ça, ben, en fait, ça va pas être faisable parce que je vais pas payer pour quelque chose moins de ce que j'ai demandé. J'ai négocié le prix par rapport à des ressources bien déterminées, donc si vous me donnez moins, je vais pas vous payer la somme. Mais en même temps, si l'entreprise vous donne plus que ce que vous avez demandé, ben, il sera perdant parce qu'il devrait mutualiser les ressources qu'il a, il devrait partager les ressources qu'il a avec les autres, avec d'autres utilisateurs. Et donc, du coup, il fallait des systèmes qui permettent de réserver les ressources telles qu'il était négocié. Et ça n'a été pas possible sous Windows, mais on a commencé à travailler sur ça bien avant en Linux. Avec CLH, les data centers que vous connaissez, tous les clouds que vous connaissez, généralement, ils tournent sous Linux. Pourquoi? Parce qu'on avait de la capacité de réservation propre. Et donc, avec l'émergence de ça, .NET, ou la Microsoft, a compris qu'il ne peut pas rester coincé dans son univers et de dire là, si vous êtes Windows, venez chez moi, si vous n'êtes pas Windows, partez faire vos affaires. Alors, il a commencé à accepter de travailler avec ses concurrents. Et donc, on a commencé à avoir un changement de paradigme au niveau de Microsoft. Alors, le changement de paradigme, qu'est-ce qu'il a fait? A créé des nouveaux émergences. C'est que, par exemple, Azure, maintenant, on a des serveurs qui tournent sur Linux, même si c'est la plateforme d'IL Windows. On peut créer des machines virtuelles, que ce soit sous Windows ou euh, sous Linux. Mais on est parti un peu plus loin, dans le sens où le framework de développement de Microsoft et qui était basé sur le développement Windows. Donc, on avait le .NET qui est le framework et qui était multiplateforme, pardon, multi-device et multi-langage. Ça a été le plateforme complet. Il était, je vais le partager, je pense que on peut chercher des images qui expliquent mieux ça. Alors, parfait. Alors, si je prends la plateforme .NET, euh,
je vais garder à l'image ADI1. Alors, la plateforme .NET, ça a été une plateforme unifiée. Et l'objectif derrière, ça a été que peu importe ce que vous faisiez, vous travaillez sur votre bureau, vous travaillez sous le web, vous travaillez sur le cloud, sur le mobile, sur les jeux ou autres, vous êtes toujours sous la même framework qui est le framework .NET. Le framework .NET, il va s'appuyer sur les serveurs Windows pour faire tourner. Et donc, du coup, toutes ces solutions, elles tournent sous l'infrastructure servie par Windows. Le .NET, il va utiliser les ressources natives de Windows pour fonctionner. Et donc, lorsque vous allez demander la création d'une fenêtre, par exemple, lorsqu'on est dans le développement Windows Form, le framework .NET va traduire ça à Windows qui va créer une fenêtre comme s'il crée sa propre fenêtre. Et donc, ça fait qu'on peut avoir une plateforme unifiée dans le sens où peu importe le device sur lequel vous allez travailler, est-ce que vous allez travailler sur le mobile, vous allez travailler sur le bureau, sur le cloud, sur le web, vous allez avoir à utiliser le même framework. Un autre avantage de ce framework-là, c'est qu'il était multilangage. Par multilangage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tourner plusieurs langages en même temps. On peut utiliser de VB, on peut utiliser de C#, on peut utiliser de F#, et ainsi de suite. Alors, le .NET, la plateforme .NET, le framework .NET, il supporte une quarantaine de langages. On a même C++ Manager qui est un sous-ensemble un sous-ensemble ou là plutôt une adaptation d'IA C++ pour faire tourner C++ sous .NET. Alors, si je fais .NET Language, فينا واحد ويكيبيديا نعاود عطانا لا ميم شوز. Alors, bon, il supporte une quarantaine de langages proprement dit. Je ne sais pas finir la page qui est là-dessus. Framework.net. Voilà. Là, je suis là. Mais dans tous les cas, le framework, il supporte une quarantaine de langages et donc du coup, on peut développer avec n'importe quel langage. Il permet même de faire mieux que ça. Vous pouvez créer la première version de votre application en VB et dans la deuxième, vous le faites avec C#. Et donc la deuxième, il va s'appuyer sur la première en utilisant l'héritage. Et donc on peut mélanger entre les différents langages proprement dit. Je ne sais pas où il est les langages, il y a le .NET. المهم كاينين هادو مي كنت باغي لي زوطر. Bon, je vais pas me tarder là-dessus, mais l'idée, ça a été quoi? Ça a été d'avoir multilangage. Donc ici, on peut développer avec n'importe quel langage qu'on veut. Parmi les langages supportés par .NET, on est en une quarantaine, hein, c'est pas facile. Donc, vous n'avez pas à apprendre un langage proprement dit. Si vous connaissez C#, vous allez développer en C#. Si vous connaissez VB, vous allez développer en VB. Si vous connaissez, vous maîtrisez C++, vous allez développer en C++. Peu importe. Alors, il y a quelqu'un apparemment qui a partagé avec moi quelque chose. C'est quoi?
Oui, c'est exactement ça. Euh, لا كان خاصو يعطينا واحد لا ليست. مي هادو وحدين منهم. Donc il y a du COBOL, il y a du Python, je sais pas. À l'époque, ça n'était pas. Mais qu'il y a une liste, il y a une quarantaine de langages qui étaient propres. Et il y avait voilà, il y avait du Pascal, il y avait de Elf, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait Microsoft? Il va vous dire, peu importe le langage que vous maîtrisez, vous allez l'utiliser. Peu importe le device pour lequel vous devrez développer, vous allez apprendre la même framework, vous allez utiliser les mêmes fonctions et ça va fonctionner un peu pareil. Alors, l'idée, elle était intéressante et donc, on a eu à une certaine période une prolifération des développeurs .NET par rapport à d'autres technologies, puisque ça a été simple. Mais ça, on trouvait plus de développeurs .NET que des développeurs pour d'autres technologies. Vu la facilité d'apprendre le .NET, comme je viens de l'expliquer, vous n'avez pas à apprendre un langage particulier, vous n'avez pas à apprendre un environnement particulier. Vous allez travailler toujours avec Visual Studio, l'outil qui était à l'époque disponible, le seul outil disponible, et vous allez utiliser toujours les mêmes fonctions, donc vous n'avez qu'à apprendre un framework unique. Et donc ça fait que par la suite, lorsqu'on cherchait d'autres profils, par exemple des développeurs G2E, ben, on ne trouvait pas, et donc du coup, le prix des développeurs G2E a augmenté, au point qu'à un certain moment, il dépassait le 1,5 le salaire d'un développeur .NET. Et donc, du coup, les gens, ils s'intéressaient bien sûr à gagner plus. Et on a eu tout le monde qui s'orientait vers le développement G2E, même s'il est un peu plus complexe. Et j'avoue que, par exemple, avec G2E 2, la version 2 de G2E, développer des applications avec des EGB, ça a été un peu complexe. Pour chaque classe, on devrait créer 4 interfaces derrière. Et donc, on avait pas mal de travail, beaucoup de complexité à le faire. Euh, mais bien sûr, ça n'a pas arrêté les gens de travailler sur Windows, sur G2E. On a commencé à avoir des frameworks nouveaux en G2E, et donc ça a été un peu bénéfique pour G2E par la suite. Avec l'émergence comme j'ai dit tout à l'heure, des solutions et des patterns architecturaux qui s'adaptent mieux avec les nouveaux besoins, ben, du coup, on a commencé à avoir une séparation entre ce qu'on peut développer avec .NET et ce qu'on peut développer avec G2E. Ça, ça a été pour une certaine période. Et donc, ce qu'il proposait .NET dans la version Framework 2.0, qui était la version un peu stable, c'est il va vous proposer plusieurs librairies. Alors, ce sont des librairies de haut niveau. Donc, vous avez des librairies pour faire du Windows Form. Donc, lorsqu'on veut faire des applications web, on devrait utiliser des applications Windows Form. Si je devrais faire des applications web, ben, on va avoir l'ASP.NET. Et dans les deux cas, si je devrais accéder à la base de données, je vais utiliser un framework qui s'appelle .NET. Alors, par exemple, vous avez déjà vu ASP.NET et Windows Form. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on manipule les fonctions de ces deux librairies, en fait, derrière, on utilise un framework spécifique de librairie. Et donc, c'est là où on définit toutes les classes de .NET qui sont utilisées. Sauf que on peut écrire du Windows Form avec C# ou avec du VB. Et donc, derrière, ce qu'on veut exécuter, on va exécuter dans des environnements différents.
Et donc, on fait traduire le VB ou le C# vers ce qu'on appelait un langage commun, le CLR, le Common Language Runtime. Et donc, tout se traduit à du CLR et il se continue à le développer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais à partir de 2005, on avait des nouveaux besoins et c'est essentiellement des besoins de présentation ou de besoins de communication. Et donc, il fallait ordonnancer la communication entre plusieurs serveurs, entre plusieurs applications. Et donc, on a vu l'émergence d'un nouveau version de .NET, qui est la version 3. Et cette fois, il est plus orienté vers la communication et les web services et parfois la présentation. Et donc, on a eu des librairies, des nouveaux librairies qui s'adaptent avec ces besoins. En 2007, on a eu un changement majeur, puisque ça a été le cas aussi sur Java, puisqu'on avait l'apparition d'un nouveau framework qu'on appelait à l'époque Hibernate. Vous connaissez Hibernate ou pas? Non. Alors, avant, si je développe une application qui va accéder à une base de données, et vous l'avez vu lorsque vous faites, lorsqu'on a fait la DO, ici, qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on faisait la DO? euh, On va choisir un mode, hein, peu importe, mais pour exécuter les requêtes, on avait obligé d'écrire les requêtes, mais de faire des fonctions spécifiques pour les requêtes de type insertion, des fonctions spécifiques pour faire la select, des fonctions spécifiques pour faire update, et ça pour chaque table que j'ai. Donc, si j'ai une application qui devrait gérer 3-4 tables, donc je dois les remplir. Exactement. Hibernate, c'est un framework Java, mais qui a vu ses équivalents dans tous les langages. Par exemple, en .NET, on appelle ça N-Hibernate. On a commencé par N, Hibernate. Et donc, l'idée derrière dans cette framework, ça a été quoi? Ça a été que lorsque je veux écrire ces requêtes, pour insérer dans une table ou d'une autre, c'est quasiment la même syntaxe. Ce qui change, c'est les valeurs. Or, dans les classes qu'on a, on a déjà ces valeurs-là, on a déjà ces formes-là. Et donc, au lieu d'écrire la requête tout seul, je peux générer pour vous la requête. Et donc, on a commencé, on a travaillé sur ce framework et on a commencé à générer les requêtes à partir des classes. Lorsque le projet a atteint la maturité, quasiment on n'écrivait plus de requêtes, mais on utilise Hibernate pour la persistance. Donc j'ai un objet, je peux le sauvegarder dans la base de données sans intervention, quasiment. C'est juste avec un mappage. Et inversement, si j'ai une ligne, un enregistrement dans la base, je peux la lire et créer l'objet en termes Windows, en termes orienté objet. Et donc, l'apparition de ce framework a fait un bouleversement énorme en Java. Et donc, par la suite, Java, il a dû même l'intégrer dans la norme. Et donc, maintenant, on parle de GPA. Pour les gens qui arrivent à suivre, GPA ou Hibernate, c'est à peu près, hein, c'est pas le cas, mais juste pour simplifier pour vous, c'est la même salade. C'est une des implémentations de GPA. Hibernate, c'est une, mais pas que. Pas que. GPA, c'est un peu plus costaud que Hibernate, surtout avec les versions récentes. C'est une norme. Donc, à un certain moment, la norme a été calquée complètement, quasiment à la Hibernate. Et donc, au point qu'à un certain moment, on se
demander quel est l'intérêt d'utiliser Hibernate par rapport à GPA ou GPA par rapport à Hibernate. Et la seule réponse qu'on était capable de dire, c'est tout simplement dans Hibernate, on va trouver des nouvelles fonctionnalités qui viennent de s'ajouter et qui ne sont pas encore normalisées dans la norme GPA. Et donc, si vous voulez utiliser ces fonctions, on vous oriente vers Hibernate. Et si vous n'allez pas utiliser des fonctions un peu sophistiquées, vous êtes dans le cadre standard, alors il vaut mieux que tu respectes le GPA et tu respectes la norme. Comme ça, tu vas bénéficier à la fois les avantages de la norme, mais à la fois même la possibilité de migrer même une solution à une autre. C'est la même question qu'on a lorsqu'on parle des différentes versions de SQL. Lorsque je parle de Transit SQL ou bien de SQL de Oracle, lequel il faut utiliser? Est-ce qu'il faut rester sur la norme? Ou bien on commence à utiliser des fonctions propres à l'un des deux systèmes de gestion de base de données? Parce que si on utilise des fonctions propres à SQL Server, si je veux migrer vers Oracle, ben, la migration va se bloquer à cause de ces fonctions-là. Et inversement, par contre, si je continue à développer rien que avec la norme SQL, alors si je veux migrer vers une plateforme ou une autre, je ne vais pas avoir de problème. Mais par contre, je ne peux pas utiliser les fonctions avancées offertes par ces deux plateformes. Donc pareil, ça a été la même question, est-ce que j'utiliserai la norme qui est le GPA en G2E ou bien Hibernate? Alors, Microsoft, certes, avec l'apparition de Hibernate, il a pris un peu de retard, mais il a tout de même réussi le challenge avec ce qu'on appelle Entity Framework. Alors, le Entity Framework, en 2007, c'est l'équivalent de ce qu'on faisait avec Hibernate, c'est exactement le mapping objet relationnel, mais cette fois pour la plateforme .NET. Il a même fait sortir mieux, il a fait sortir Link. Alors, Link, c'est une solution un peu plus avancée au sens que lorsque je faisais du SQL, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on faisait du webform, à un certain moment, j'étais obligé d'écrire du SQL. Or, lorsque moi, je suis un développeur .NET ou Java, je ne suis pas forcément à l'aise avec du SQL. Ce n'est pas mon métier. Les gens qui font développer des scripts SQL, c'est d'autres compétences. Et donc, Link, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la possibilité, à travers des fonctions, de continuer à manipuler des fonctions, mais que derrière, ça va se traduire à des requêtes. Et donc, on avait des fonctions telles que where, telles que from, telles que select. Et donc, les gens qui étaient obligés d'utiliser l'ADO, maintenant, ils peuvent utiliser Entity Framework pour faire le mapping et donc, ils n'ont plus à écrire des requêtes. Et donc, tous les requêtes de base, ils sont auto-générés par l'Entity Framework. Mais maintenant, ils ont même la possibilité d'écrire des requêtes ad hoc, des requêtes sur mesure, mais cette fois, au lieu de l'écrire avec SQL, de continuer à utiliser le paradigme orienté objet et de continuer à travailler comme si on était dans C# ou dans VB avec des fonctions, mais que derrière, ça va se traduire proprement dit à du SQL. Un autre avantage avec Link, c'est qu'on avait un link propre à chaque version de persistance. Donc, on avait une link pour l'orienté objet, mais on avait aussi link pour XML et ainsi de suite. Et donc, vous travaillez avec la même librairie, mais en fait, vous pouvez interroger plusieurs supports de stockage différents. Alors, tout ça, ça remet Windows sur la course de développement web. Et essentiellement ici, on a vu l'apparition, donc à partir de là, on a vu l'apparition de Windows ASP MVC. L'ASP.NET, il a inclus le framework MVC.
Et ça a été renforcé beaucoup plus ici, puisqu'on avait la version beaucoup plus stable, plus productive ici. Et donc, Microsoft, en quelque sorte, ici, il est revenu à la norme qui était proposée par les concurrents. Et donc, il proposait quelque chose de similaire. Donc, tout ce que vous pouvez faire avec du G2E, vous pouvez le faire avec du .NET. Microsoft n'est plus en retard. Les modifications qu'ils l'ont fait l'ont ramené comme leader. Alors, cette question de leader, c'est relatif parce qu'on ne peut pas être leader tout le temps. Oui, même aujourd'hui, hein. Avec l'arrivée de .NET Framework, les choses elles étaient beaucoup améliorées, mais avec le .NET Core, là, c'est une autre histoire. Et vous allez voir, ça devient au même niveau que les autres. Alors, ici, on est revenu à la course. Ici, tout ce que je peux faire avec G2E, je peux le faire avec tout simplement avec .NET. À partir de 3.5, on était quasiment à pied d'égalité. Sauf que ici, tu ne peux tourner que sur des serveurs Windows. Et donc, à cette époque-là, lorsqu'on avait le MVC sur la plateforme .NET, alors la question du choix entre G2E et .NET, elle était liée tout simplement à la question de l'infra. Si votre infra il contient des serveurs Windows, vous pouvez tourner sous ASP. Si vous avez des serveurs de Linux, ben, malheureusement, vous ne pouvez pas tourner vos programmes Windows là-dessus et donc vous êtes obligé d'y aller vers Java. Bien sûr, les choses ne sont pas stables parce qu'il y avait des projets sur lesquels on travaillait à l'époque et l'apparition de Spring a complètement bouleversé les choses. Mais en même temps, Spring n'est pas propre à Windows, n'est pas propre à Java. Donc, on peut faire du Spring avec .NET. Donc, ça a un peu équilibré les choses. Mais surtout, à l'époque, on s'était en train de se préparer pour les nouvelles types d'applications qui émergent et qui n'étaient pas possible de faire tourner sous Windows, au moins jusqu'à hier. Et donc, Microsoft s'est retrouvé en quelque sorte obligé, s'il veut continuer à offrir et à être un des leaders du marché, de faire tourner ses applications sous Linux et non pas seulement sur Windows. Voilà, il faut être cross-platform. Autrement dit que mon application devrait tourner un peu sur n'importe quelle plateforme. Je peux la développer sur n'importe quelle plateforme et je peux même l'exécuter sur n'importe quelle plateforme. Et donc, je peux la faire développer sous Linux, mais la faire tourner sous Windows, ou inversement, je peux la faire développer sous Windows et la faire tourner sous Linux. Alors, qui a changé radicalement les choses, c'est bien sûr plusieurs améliorations. Une de ces améliorations, ça a été bien sûr le développement des nouveaux serveurs capables de traiter beaucoup plus de données, le multi-core, donc on peut faire du parallèle et donc vous commencez à voir que, par exemple, alors je m'excuse, je vais juste déplacer ça. Vous commencez à voir qu'ici on considère du parallélisme, parce que là on avait les architectures 64 qui commençaient à dominer et on avait des serveurs maintenant, ce qu'on appelle des plateformes de virtualisation. Autrement dit, sur la même serveur, je peux tourner plusieurs machines virtuelles comme s'il s'agit des machines normales.
Et donc, à ce moment-là, on a commencé à penser au parallélisme. Et donc, on a dû revoir l'ensemble du framework pour le parallélisme. Mais ce qui a, en plus de toutes ces technologies-là, par exemple le fibre optique, donc le débit il est assez élevé, euh, les serveurs qui deviennent beaucoup plus puissants, ainsi de suite. On avait l'émergence d'un nouveau type de solution sous Linux, et c'est essentiellement ce qu'on appelle les conteneurs. Alors, les conteneurs, ils ont permis des solutions qui n'étaient pas possibles à l'avance. Et donc, je vais vous montrer quelques possibilités de ces conteneurs. Alors, lorsqu'on parle d'un conteneur, on parle de quelque chose de jetable. Et donc, je peux en créer autant que je veux. C'est la même idée de ce qu'on a de jetable. Maintenant, si je veux boire un café, est-ce que je dois le boire sur une tasse normale ou sur quelque chose de jetable? Alors, remarquez que l'un est permanent, mais l'autre, il a l'avantage que je l'utilise et je peux le jeter. Donc, en cas d'épidémie, les jetables, ils sont meilleurs que le support classique. Un autre point, si je devrais me déplacer, ramener avec moi un verre, euh, parce que j'aime le café, j'ai pris un café avant de sortir. Ça fait que je dois me balader avec le verre à la main. Je dois faire attention pour qu'il ne se casse pas. Or, le jetable, je peux le boire et à n'importe quelle poubelle, je peux le jeter. Le prix il est dérisoire par rapport au verre. Maintenant, si j'abuse d'utiliser les jetables, bien sûr, ça peut devenir plus cher qu'un verre en verre. Euh, Proprement dit. Et donc, sur le développement, on a commencé à voir ça. Et donc, on a maintenant quelque chose qui est conteneur. Je vais faire tourner un truc. Et donc, je peux avoir maintenant des conteneurs, c'est quelque chose de jetable, donc je peux les démarrer, les arrêter autant de fois que je veux, mais en même temps, je peux avoir l'isolation. Les conteneurs, ils sont isolés, je peux même maîtriser les ressources que j'attribue à chacun. Et donc, par exemple, ici, ce que j'en ai démarré, c'est un serveur web. Je me suis trompé dans la commande. Voilà. J'ai inversé les. J'ai inversé les chiffres. Alors, ici, remarquez que ce que j'ai démarré un serveur. Un serveur web hébergé sur Nginx. Alors, je peux faire mieux encore. Je vais le tourner en arrière-plan. Et je vais changer quelques règles de réseau en même temps. Et voilà, je tourne. Remarquez là, le numéro de port il est aléatoire. Donc je peux tourner encore plus. On va voir ici. Voilà un deuxième. Je peux même tourner un troisième sans aucun problème. Et donc là, on a plusieurs
solutions. Donc, je peux consulter la première, je peux consulter la deuxième, je peux consulter la troisième. Il n'y a aucun problème. Alors, si je demande à la machine quels sont les services les conteneurs que je suis en train de tourner, euh, je trouve que j'en ai trois et les trois, ils sont séparés. Alors, pour vous convaincre que c'est vraiment des solutions séparées, je vais utiliser un truc. Voilà, je vais prendre ça et le mettre ici. Et je vais partager avec vous ça. Merci de consulter cette page. Vous avez accédé à la page? Maintenant, vous accédez à celle-là. Et maintenant, vous accédez à celle-là. Alors, normalement, vous devrez avoir les trois pages qui sont démarrées. Ça va, c'est bon? Laquelle des trois vous voulez que j'arrête? Oh, Saad, la première fois, yalla, Kouchi Galloula, d'accord. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ouais, je comme les idées. Je vais arrêter la première. Je vais arrêter la première que j'ai créée, celle de 153. Alors, je vais faire Docker, container, stop et Epic. Voilà, et il s'est arrêté. Vous remarquez que là, je n'ai plus la page. Donc, si vous revenez vers la page, alors, euh, celle-là, elle est la 53. Donc, si je réactualise la première, il fonctionne. Je réactualise la deuxième, il va continuer à fonctionner. Par contre, lorsque je veux réactualiser la troisième, il ne fonctionne plus. Et si vous vérifiez, vous allez trouver qu'une des trois pages ne fonctionne plus, tandis que les deux autres continuent à fonctionner. Donc, c'est un mécanisme qui va me permettre quoi? D'avoir plusieurs serveurs. Sur chaque serveur, je vais avoir sa propre application. Et sur chaque application, ben, on va consulter, il y a plusieurs utilisateurs. Si mon application crash, le conteneur va s'arrêter, mais les autres ne s'arrêteront pas. Ça va, c'est clair? Oui, on peut faire du stockage, on peut modifier le contenu de la page. Je peux même interroger la page et la faire modifier et vous allez voir que ça va se modifier chez vous. Tout ça, c'est possible, mais on n'est pas dans un cours de Docker, on est dans un cours pour comprendre le fonctionnement des nouvelles applications et donc quels sont les nouveaux besoins en termes d'applications web. Et donc, pourquoi on aura besoin du .NET Core et non pas d'une autre solution et quels sont les avantages? Alors, comme vous remarquez, là, j'ai pu démarrer trois serveurs. Je peux redémarrer la même appli, hein. Il n'y a aucun problème. Et donc, si vous
reprenez la même page, vous changez juste le port qui était 49 153 par 56 et ça va marcher. Ça marche? Prenez la page 53, vous modifiez le 3 par 6 et ça va marcher certainement. Parfait. Et donc là, vous arrivez à voir que chaque application, sur le même serveur, je peux tourner plusieurs applications. Chaque application, je peux lui réserver les ressources nécessaires. Alors, je ne vais pas rentrer comment on va limiter les ressources, mais chaque application, elle est complètement isolée des autres et je peux arrêter une sans arrêter les autres. Quand je peux la redémarrer, s'il y a un crash, je peux voir ce qui se passe et la faire améliorer, la redémarrer, il n'y a aucun problème. Et donc, ça fait qu'on a un sens de maîtrise différent. Donc, c'est ce qui a fait émerger, il a fait que en quelque sorte, le cloud devient possible parce que si je dois vous payer ce que j'utilise, je dois être sûr que j'ai ce que j'ai demandé, pas plus, et qu'en même temps, l'entreprise, même s'il a des ressources supplémentaires, vous ne devrez pas le louer. C'est la même chose, par exemple, lorsqu'on voyage vers, je vais donner un exemple, Moulay Yacoub, je dois louer, parfois on loue une chambre dans une maison, et donc il y en a d'autres chambres, même s'ils sont libres, je ne vais pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que celui qui les propose, chaque chambre a son prix, et vous avez une chambre et non pas l'autre, et vous ne pouvez pas utiliser l'appart comme vous voulez. Vous avez vos propres ressources, vous pouvez utiliser ces ressources-là et non pas les ressources disponibles parce que j'aimerais louer les ressources pour d'autres. Donc c'est pareil, sauf qu'au lieu de faire louer des chambres, on va louer plutôt des ressources sur un serveur, puisque nos serveurs actuels, ils sont beaucoup plus performants. Sauf que ça, ce n'est pas la seule avantage. Maintenant, on peut faire mieux. Donc, j'ai arrêté le service et je vais démarrer encore plus que ça. Je vais démarrer ce qu'on appelle un cluster. Un cluster, c'est plusieurs serveurs, mais qui vont fonctionner comme s'il s'agit d'un et un seul serveur. Donc, j'ai plusieurs serveurs, mais qui fonctionnent comme s'il s'agit d'un seul. Donc, si je suis là, je demande quels sont les nœuds qui appartiennent à ce service, je vais trouver qu'il y en a 5. Alors, je peux demander la même chose ici, et vous allez voir que je ne vais pas y avoir la réponse pour la simple raison, c'est que je n'ai pas le même type de serveur partout. Là, j'ai des serveurs qu'on appelle des managers, et là, on a des serveurs qu'on appelle des workers, et donc, en termes d'applications distribuées, ce n'est pas la même chose. Et donc, si on prenait ici, on a 3 serveurs qui ont le statut de manager et 2 autres qui n'ont pas le statut de manager. Un des managers est un leader, les autres, ce sont des managers normaux. Donc, si je passe vers celui-là, je peux lui demander Docker Node ls et vous voyez, il répond comme les autres, comme le premier. Là, c'est le premier qui a répondu, l'étoile le prouve. Ici, le 3 qui a répondu et l'étoile le prouve. Sauf que cette nouvelle cluster, elle est manageable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, je peux rendre le nœud je me suis trompé. Je peux changer le statut. Par exemple, le manager 3, je peux le rendre tout simplement un worker. Donc ici, le manager 3, il avait le petit bonhomme qui indique que c'est un manager. Maintenant,
il n'y en a plus. Donc, si je demande la liste des serveurs, je vais avoir 2 serveurs qui ont le statut de manager et 3 qui n'ont pas. Et donc, pour prouver ça, si je répète la même instruction que précédente, ben, tout simplement, je n'ai pas de réponse puisque je ne deviens plus un manager. Pareil, je peux reprendre un des nœuds. Je peux prendre un des nœuds qui étaient des workers. Alors, on a testé celui-là, n'est-ce pas? Je vais le mettre, le mettre en tant que manager. Et donc là, c'est bon, il devient le petit bonhomme, il s'affiche. Et donc ici, si je reteste la même commande que précédemment, ben il marche. Et en plus, vous remarquez que le statut manager, j'en ai 2 managers, 3 managers, et Worker 1 est un des managers. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener une application particulière. Alors, et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cloner le. Je dois arrêter le partage. Je colle. Voilà. J'ai collé. Il y a un raccourci clavier qui est pris par Webex. Donc là, j'ai cloné le projet. Je vais rentrer à l'intérieur. C'était exemple. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner. Compose file. Je vais lui dire docker start et je vais appeler ça démo. Donc, je vais démarrer une application. Alors, je vais vous présenter l'application, quelque chose qui n'a pas encore démarré. Voilà, il a démarré maintenant. Donc, ça n'a pas encore complètement démarré. On va attendre quelques instants que ça démarre. Alors, on va attendre que ça démarre. Ça n'a pas encore démarré. Qui a démarré le 5000. Le 5000 a démarré. Voilà. Alors, ça, c'est une application de vote sur laquelle je peux voter est-ce que je veux j'aime les chats ou les chiens. On va vérifier ce que les autres services ont démarré. Et on va parler. Alors ça a démarré, ça a démarré, ça a démarré. Pourquoi les autres ne sont pas encore? Voilà, l'autre a démarré. Et donc,
ici, on a la page des résultats. Donc, je peux savoir qui a voté et combien de personnes qui aiment les chats et combien ils aiment les chiens. Et donc, ça, c'est une application qui est développée avec une nouvelle façon. Et justement, c'est ce qu'on va détailler maintenant. Alors, on va même les utiliser, mais avant d'y aller un peu plus loin, euh, j'aimerais vous présenter l'application. L'application, en fait, au lieu qu'il soit monolithique, c'est une application orientée microservice. Autrement dit, chaque aspect est un microservice et chaque microservice, il va tourner sur un conteneur à part. Et donc, l'application qu'on a vue ici de vote, c'est une application de vote qu'on a développée avec Python. Et donc, on a une application Python qui héberge un serveur web avec une page statique. Le résultat du vote, il va être inscrit dans une base de données non SQL qui est de type Redis. Alors, Redis, c'est une base de données non SQL orientée clé-valeur. Donc, on peut stocker des clés-valeurs et on peut stocker ce qu'on a voté chat ou chien. De l'autre côté, on a une application résultat, qui est l'application qui affiche le résultat. Et cette application, elle est de type Node.js. Alors, l'application Node.js, il va lire d'une base de données Postgres, hébergée par un service. Et donc, il va lire les résultats agrégés à partir de Node.js. Et derrière, on a un worker qui est développé en .NET et donc qui permet de lire les données à partir de Redis et les sauvegarder dans la base de données Postgres en assurant l'agrégation de certaines données, les transformations, ainsi de suite. Donc là, l'application, il contient les deux. Donc, combien on a de services ici? On possède combien de services? Effectivement, normalement, on devrait avoir 5. On a l'application de vote, on a l'application de base de données Redis, on a l'application .NET, on a l'application Node.js et on a même l'application Postgres. Alors, c'est ce qu'on devrait avoir. Alors, sauf que lorsque j'interroge la liste des services, j'en ai pas 5. Je vais essayer de compter, si vous pouvez compter avec moi. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2, ça, c'est le 3, ça, c'est le 4, ça, c'est le 5 et ça, c'est le 6. Donc, j'ai plus de services que ce que j'ai là. Alors, à quoi il correspond le 6e service? Non. En fait, si vous regardez ici, on a DB, ça c'est la base de données Postgres. On a Redis qui est la base de données Redis. Résultat, c'est la page qui me permet d'avoir le résultat de vote. Le vote ici, c'est pour l'application de vote. Le worker ici, c'est pour lire les informations de Redis et les envoyer vers la partie BD. Et le 4e, c'est un service qui s'appelle Visualizer et qu'on n'a pas encore vu. Je vais l'afficher. Donc, lorsque j'ai des applications lorsqu'on a des applications qui sont distribuées, j'ai besoin de savoir les serveurs, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que je fais tourner ici, qu'est-ce que je fais tourner ici, et ainsi de suite. Donc, j'ai besoin de faire le suivi de l'infra et de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ça va? Et donc, ça, c'est un service. Peu importe l'application que je veux,
Ça, c'est un service qui devrait être. Donc, je ne vais pas le développer, je vais juste le déclarer et le faire tourner. Donc, maintenant, on a combien de services? Alors, on va essayer de les compter pour voir. On a un service, deuxième service, troisième service, quatrième service, cinquième service, sixième service, septième service. Encore, on se trompe dans les calculs. Donc, il y a une erreur. Elle est où l'erreur? Voilà, il y a un service qui est le dupliqué. En fait, je vous explique. Qui va surveiller l'infra? Qui va surveiller l'infra? C'est généralement pas les managers, c'est les admins. C'est les admins. Et donc, combien il y aura d'admins qui va surveiller l'infra? Un seul. Et donc, c'est une application que généralement, il va être consulté par un ou deux de l'équipe de l'infra. Et donc, généralement, ça ne va pas être sollicité. Maintenant, si je pars vers le résultat, qui va consulter le résultat? Généralement, ça va être l'équipe qui est chargée du concours, qui est chargée de l'événement et qui veut savoir, voilà, ça va être des managers, ça va être des responsables, mais certainement le résultat, ça va pas être quelque chose qui est consulté par tout le monde. Et donc, non, on va pas pas tout le monde qui va accéder à ça. C'est des informations privées. Il y a une partie des équipes. Si vous remarquez, par exemple, lorsqu'on fait les émissions euh, Got Talent ou bien celles des chansons, on a les publics qui continuent à voter, mais à la fin, il y a une personne qui ramène l'enveloppe, il y a une petite équipe qui voit les résultats et qui les ramène dans un enveloppe. Et donc, là encore, on a une poignée d'utilisateurs et donc on n'a pas besoin de plusieurs personnes qui vont visualiser les résultats et donc un seul conteneur peut supporter l'ensemble des personnes. Par contre, l'application qui va être le plus utilisée, c'est l'application de vote puisque tout le monde doit voter. Et donc là, on va avoir tous les participants qui vont voter et donc le nombre va devenir un peu plus important. Et donc, chaque serveur a ses limites en termes de connectivité. Et donc, si on dépasse ce nombre de connectivités, ben, on va avoir des blocages. Et il faut penser à la connectivité comme la porte. Donc, on a une porte, il peut être aussi grande que ce que vous voulez. Par exemple, la porte de l'IMI, c'est parmi les portes les plus grandes, hein, c'est le standard des grandes portes. Est-ce qu'on peut rentrer tous à la fois? Non. Et donc, si on essaie de tous, il y a une partie qui veut rentrer, une partie qui veut sortir, on va avoir un dysfonctionnement à la porte et on peut risquer même euh, qu'il soit fermé. Ce qui arrive lorsqu'on est en train d'utiliser. Et donc, si on a plusieurs utilisateurs qui veulent rentrer, donc c'est le cas par exemple dans les stades, on a un match, il y a des millions de gens qui veulent rentrer, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le nombre de portes. Et donc, pareil, ici, lorsqu'on a des applications qui vont être hyper sollicitées, au lieu d'avoir une seule application, on va avoir plusieurs applications. Et donc, ces applications, tous, ils vont essayer ils vont avoir le même rôle. Et donc, lorsqu'on a des utilisateurs qui vont essayer de voter, il y en a ceux qui vont être orientés vers celle-là, mais d'autres orientés vers celle-là. Et comme ça, on va équilibrer la charge entre les deux. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que, bon, on a 6 machines, on a 5 machines. Qu'est-ce qui va y arriver si j'arrête ça?
je vais l'arrêter, on discutera. Donc, je parle de Worker 2, n'est-ce pas? Worker 2. Donc, je prends cette machine et bye bye. Je l'arrête. Bon, remarquez qu'il est là en vert. Il possède un service qui est la base de données Redis. Je vous rappelle que si on n'a pas la base de données Redis, hop, il a disparu. Si on n'a pas la base de données Redis, ça veut dire que les votes ne seront pas persistés dans une base de données. Voilà, on ne peut pas enregistrer. Et donc, vous avez remarqué, lorsque j'ai arrêté Worker 2, on voit bien que le service a disparu et que là, le bouton, il devient rouge. Mais est-ce que l'application s'est arrêtée? Est-ce qu'on peut continuer à voter ou pas? Oui, parce que le service qui était là, il est tout simplement redémarré ici. Redémarrer ici. Et donc, on peut continuer à fonctionner même si celui-là n'est pas fonctionnel. Alors, faites attention, hein, je peux encore supprimer ça. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous allez voir que ça va devenir rouge, donc non utilisable. On l'a arrêté. Et, paf, celui-là, après quelques secondes, ça va être le service n'est plus là et il est là. J'ajouterai un truc. Euh, alors, je peux faire une estimation. Si j'ai 100 personnes, j'en ai besoin d'une seule application de vote. Maintenant, si j'en ai 200, je vais avoir besoin de deux. Mais qu'est-ce qui va y arriver si on est 400? Soit le service va planter, ça va être le cas, soit je devrais redimensionner mon service pour qu'il prenne en compte les nouveaux nombres d'utilisateurs. Donc, vous pouvez imaginer lorsque vous travaillez avec Facebook, lorsque vous travaillez avec Netflix, le service, il est là, mais à un certain moment, on va avoir des pics parce qu'il y a des gens qui sortent de leur travail, ils veulent regarder des films. On a des gens qui consultent leur Facebook, ils voient l'actualité. Et donc, le nombre, il varie. Et donc, on a besoin de ce qu'on appelle une élasticité. Un changement au niveau des capacités, il va augmenter lorsqu'on a besoin, il va reculer lorsqu'on a besoin. Alors, je vais essayer de faire quelque chose pour accepter les 400. Donc, service fiscal. Démon. Vote. Est égal à 4. Alors, on va attendre un peu, le temps que le système se stabilise. Vas-y, et voilà, c'est fait. Et donc, si je reviens et visualise ici, combien on avait de services avant? Vous m'avez dit 7. Est-ce que j'en ai encore 7? Maintenant, j'en ai 9. Parce que l'application vote, elle est quoi? A été multipliée pas 2 fois, mais 4 fois. Une fois ici, une fois ici, une fois ici, et une fois ici. Elle est là, 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 là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a le contour des applications, ils ont des couleurs différentes. C'est pour vous dire que c'est la même application. Donc là, c'est le vert, ça c'est un vert plus clair. Mais là, l'application vôtre, il a la même couleur, peu importe le serveur sur lequel il tourne. Et donc, j'en ai plus d'utilisateurs, qu'est-ce que je vais faire? Bah, pof, j'augmente le nombre de services. Et si jamais je n'ai plus d'utilisateurs, je peux baisser le service. C'est ce qu'on appelle la scalabilité. Vous avez remarqué, j'en ai combien maintenant?
combien d'applications de vote? Oui. Et donc ça, c'est ce qu'à la scalabilité, c'est ce qui est propre au cloud, hein, ce qu'on développe avec, pour des applications pour le cloud. On veut ce genre de fonctionnement. Comme ça, lorsqu'on a plus d'utilisateurs, bah, je vais utiliser plus de ressources. Bien sûr, je vais payer plus, mais je gagne encore beaucoup plus. Et lorsque je n'ai plus d'utilisateurs, bah, je vais reculer, je vais rendre mes services minimaux, euh, à l'instar de ce que je viens de vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter tout ça. Donc, j'ai supprimé le tout et je suis toujours là, je pense. PWT. Voilà. Je l'ai exécuté ici, je pense. PWT. Parfait. Et donc, je vais faire autre chose. Donc, pause. Maintenant, je vais. Une seconde, je vais faire un truc. Parfait, je me suis connecté. Euh, alors, vite. C'est juste pour ne pas y avoir avec le problème d'y copier-coller. J'ai accès dans le SSH à la machine descente. Je vais rentrer ici, je vais faire Docker. Euh, voilà, je vais refaire un petit truc. J'espère que. Un concours d'abord, Yak. J'espère أنا ما ياخدش بزاف تاع الوقت. En fait, qu'il fallait que je lance un peu plus tôt. C'est juste pour tester que le vote ça fonctionne. J'ai besoin de refaire les images. Alors, je vais profiter de ça pour vous montrer. Alors, ce qu'on a tourné tout à l'heure, c'est exactement ça.
C'est ce fichier-là. Et donc, dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on a besoin d'un Redis, d'un service qu'on avait appelé Redis, et que ce Redis-là, on a une image déjà propre. Il va appartenir à un réseau. Donc, ce réseau, on va l'appeler front-end, parce qu'on veut séparer entre ce qui va être accessible à tout le monde et ce qui va être accessible juste pour certains. Euh, on a dit que le réplica 1, c'est pour ça qu'on avait une seule copie de ce service-là. Et après, on lui donne certaines configurations un peu spécifiques. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Mais celle qui m'intéresse, c'est que lorsque le service il tombe en panne, qu'on rencontre une exception, un filer, ce qu'on va lui appliquer, c'est la politique de restart. Autrement dit, on va arrêter ce service-là, on va le redémarrer. Là, le deuxième service, c'est pour avoir la base de données Postgres. Donc, on a une image qui est déjà existante pour ça. Donc, on va fabriquer un conteneur là-dessus. On a bien sûr les crédences, les logins, mots de passe. On stocke les informations au niveau de la base, ainsi de suite. Pareil. Après, on a l'application de vote. Alors, l'application de vote, c'est un programme qu'on devrait faire. Donc, on va le fabriquer. Le port 5000, il va être mappé avec le port 80 à l'intérieur du conteneur. Donc, nous, on va travailler avec le port 5000, mais en réalité, on est dans le port 80. Il est dans le même réseau que Redis. Mieux encore, là, le BD, il est dans un autre réseau, un backend, la base de données Postgres, et on dépend même de Redis. Autrement dit, tant que ce service Redis n'a pas démarré, le service vote ne démarre pas, parce qu'on dépend de ça. Et le vote, c'est une application que je veux répliquer, et donc ça va être quoi? Répliquer 2 fois. Et ainsi de suite. Et à la fin, on y ajoute quoi? L'application de visualisation. Ça, c'est une application qu'on ajoute à tous nos applications parce que ça va nous permettre de surveiller, visualiser, monitorer euh, en fait les ressources. Et donc, si je prends l'application de vote, vous maîtrisez un peu la .NET, pardon, Python. Alors, si vous maîtrisez le Python, vous savez que on a besoin de certaines librairies et donc on met ça dans un fichier qu'on appelle requirement et donc on précise qu'on a besoin. Par exemple, cette application, il va accéder à la base de données Redis, donc il a besoin d'une librairie qui lui permet d'accéder à ça. Maintenant, on a l'application elle-même. Donc là, vous remarquez qu'on a un serveur, on va démarrer un serveur sur le port 80, machin truc, mais que on va recevoir si on appelle l'application, on va voir des get ou des rest, et que si le vote a eu lieu, on va y aller récupérer Redis et on va écrire dans Redis le truc. On va envoyer un JSON pour sauvegarder que les valeurs comme ça a été fait. Ça, c'est une application. Remarquez, on a les deux options, chat, chien, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en fait, c'est une application web simple. Si je parte vers Worker, alors Worker, c'est une application .NET Core même. Et donc, je vais avoir du code proprement là. Alors, le Worker, ça peut être une application G2E, Java, comme ça peut être une application .NET, C#. Donc, vous remarquez là, on a le code C#. Il n'y a aucun problème. Et justement, l'avantage de ces nouvelles infrastructures, c'est que si vous avez bien remarqué, on a pu utiliser plusieurs bases de données, aucun problème. On a pu utiliser plusieurs langages, aucun problème. On adapte le langage, ça dépend de l'application qu'on veut faire. Ce qui fait, on peut avoir plusieurs équipes qui vont travailler d'une façon un peu parallèle.
Et en plus, chaque équipe va travailler sur le type de langage, le type de problème qu'il maîtrise. Alors, je pense que ça risque d'être démarré. Voilà, ça a démarré. Donc, si je consulte 5000, je vais trouver que j'ai les deux l'application de vote. Si j'ai le truc, je vais avoir le résultat. Ça va arriver. Si je consulte, je ne sais pas ce qu'il y a là-dessus, normalement. Alors, je veux juste le résultat à celle-là. Voilà, le résultat. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça et je vais le partager avec vous. En fait, je sais pas bien, je vous donne le lien direct. J'aimerais que vous accédez à la page, mais vous ne votez pas, s'il vous plaît. Accédez à la page et vous attendez mon feu vert. C'est bon, vous avez accédé à la page? Parfait, vous pouvez commencer à voter maintenant. Votez, s'il vous plaît, une seule fois. Ne changez pas vos votes. Alors, je vais demander à Anas. Anas, est-ce que tu peux changer votre vote si tout le monde a arrêté de voter? Tu vois, Anas, il change sa vote et on bascule rapidement d'une valeur à une autre. Et donc, vous pouvez voir que c'est réactif, c'est machin truc. En plus, un autre avantage qu'on a là, au lieu d'avoir des communications synchrones, on va avoir des communications asynchrones. Et donc, .NET Core, c'est ce qui est utilisé là. Ça permet de faire des applications de ce genre, ça permet de faire des applications microservices. Mais ça, on va en parler dans la séance prochaine, Inch'Allah. Je vous libère maintenant pour suivre le cours suivant, je pense, avec M. Hizvi. Merci pour votre présence et à la séance prochaine, Inch'Allah. Ah.